Cheok Ryujum est un guerrier si courageux qu'il a littéralement massacré 300 assassins à lui seul, alors qu'il était acculé au bord d'une falaise. Le type entassant sans cesse les cadavres de quiconque osait s'approcher de sa maîtresse, qu'il protégeait. Finalement, après avoir éliminé vague après vague d'assassins, Cheok Ryujum a affronté le boss final et a été vaincu. Mais au lieu de mourir seul, il a entraîné son dernier ennemi avec lui, en sautant de la falaise. Les deux combattants ont échangé leurs derniers mots avant de tomber dans les eaux glaciales en compte. 900 ans se sont écoulés depuis, et le monde a fait un bond de géant en matière de progrès technologique. Bienvenue au XXIe siècle. Sur un pont au-dessus d'une rivière, une écolière se tient au bord, sans rien pour la retenir. Elle pourrait tomber à tout moment si elle perd l'équilibre, et les gens derrière elle pensent qu'elle essaye de se suicider. Mais contrairement à ce qu'ils croient, elle est juste là pour le plaisir. Puis elle remarque quelque chose d'accrocheur. Sous le pont, un iceberg géant surgit de nulle part. Ce qui est choquant, c'est que l'iceberg contient le corps préservé de l'ancien héros qui est tombé de la falaise en accomplissant son devoir. Lorsque les autorités l'apprennent, Cheok Ryujum est emmené dans une installation où il s'assure qu'il est solidement attaché pour empêcher tout mouvement. Tout le monde est curieux de savoir à quelle époque appartient ce beau jeune homme. On suppose qu'il pourrait être de la dynastie Go. Young Song-yoon, le directeur de la recherche secrète du DLS, qui travaille directement sous les ordres du président, supervise l'affaire. En voyant le corps parfaitement conservé, il est sûr que cette personne ancienne peut aider l'humanité à faire un bond en avant dans la conservation des corps par des méthodes cryogéniques. L'assistant de Young Song-yoon n'est pas sûr qu'il soit vraiment nécessaire de maîtriser autant le type. Il craint qu'une fois que ce mec antique se réveillera, il n'apprécie pas d'être retenu. Mais le directeur ne prend aucun risque. Après tout, le corps de cet homme ne peut être comparé à celui des humains modernes. C'est tellement différent qu'on peut à peine le classer comme appartenant à la même espèce. De plus, toutes les analyses jusqu'à présent ont déjoué leurs attentes, et Young Song-yoon est sacrément sûr qu'il y aura d'autres surprises. L'assistant, cependant, ne veut pas paraître complaisant. Ce qu'il essaie de dire, c'est que ce type, un cadeau envoyé par leurs ancêtres aux générations futures, ne devrait pas être traité si durement. Pourtant, Young Song-yoon n'est pas prêt à le laisser partir tant qu'ils ne sont pas sûrs à 100% qu'il n'est pas une sorte de catastrophe en puissance. Bien sûr, l'assistant trouve les inquiétudes de Young Song-yoon risibles. Mais il semble que cet idiot est sur le point d'apprendre à ses dépens qu'il ne faut jamais ignorer les conseils de ses aînés. Ce type antique déchire littéralement toutes les attaches comme si ce n'était que du papier toilette. Avant d'assister à la catastrophe, jetons un coup d'œil à la ville animée. Sur la route, il y a un crétin et sa copine profiteuse qui se baladent dans sa voiture de sport. Ce mec fonce sur l'autoroute comme s'il possédait la route. Mais assez vite, ce pauvre type est dépassé par un simple type antique qui vient de se réveiller d'un long sommeil. Le type court littéralement à 80 km/h. Il fait passer cette Lamborghini rouge pour une charrette à âne avec sa vitesse folle. Non seulement il peut distancer les voitures de sport, mais il peut aussi prendre des virages serrés sans ralentir, provoquant des accidents massifs dans la circulation. Tous les jeunes de la génération Z sortent leurs caméras et commencent à filmer cette scène sans précédent à laquelle ils assistent. Voyons maintenant les choses du point de vue de Cheok Ryujum. Il a du mal à croire ce qu'il voit. Il court dans un endroit où il n'a jamais été auparavant. C'est tellement bizarre et surréaliste qu'il est sûr que ce ne peut pas être un. La dernière chose dont il se souvient, c'est d'avoir essayé de protéger sa maîtresse de ces assassins. Soudain, il tombe sur des voitures de police qui lui. Les policiers essaient immédiatement de prendre le contrôle de la situation sur ordre de leur supérieur. Ils encerclent Cheok Ryujum, qui est immobile, étrangement perdu dans ses pensées. Il se souvient clairement être tombé dans la cascade avec son ennemi juré, Ok-yeon. Puis, un officier se faufile vers lui, insistant pour qu'il ne résiste pas à son arrestation. Surtout que cela ne fera que rendre les choses plus difficiles pour lui. Mais l'esprit de Cheok Ryujum est trop occupé pour prêter attention aux paroles de l'officier. Pour autant qu'il s'en souvienne, il est mort à cette époque. Mais s'il n'est pas mort et qu'il voit tout ce chaos autour de, la seule chose qui lui traverse l'esprit est qu'il est probablement sous l'influence d'une illusion lancée par la disciple d'Ok-yeon, Yoon Eun-hye, qui est spécialisée dans le fait de jouer avec l'esprit des gens. Dans cette optique, il repousse les officiers à main nue, les envoyant voler. Il veut désespérément se réveiller de cette illusion. L'un des officiers lui tire dessus avec un taser. Mais Cheok Ryujum attrape simplement les aiguilles et les... Eh bien, le concept de la foudre n'est pas nouveau pour lui.
Alors qu'il est distrait, il est touché par un barrage d'aiguilles, ce qui provoque une réaction instinctive de ses muscles à l'électricité. Les officiers pensent avoir maîtrisé cette vieille bique avec leur taser. Ils ne savent pas que Cheo Cryujum se contente de saisir les fils, de les secouer si fort que les officiers perdent leur emprise sur les pistolets. Puis, il balance les pistolets sur les soldats, les envoyant se disperser comme des quilles de bowling. Le grand public est, après tout, voir la police se faire botter le cul par un type qui ne bouge même pas de sa place est absolument dingue. Cheo Cryujum joue littéralement avec ces types comme si ce n'étaient que des sacs poubelles. Son objectif principal est de trouver la clé dans ce monde qui l'aidera à briser l'illusion dans laquelle il est actuellement piégé. De plus en plus de policiers arrivent, mais Cheo Cryujum est si puissant qu'il écrase le sol sous lui. Avec une force brute, envoyant toutes les voitures volées. Tous ces types ne sont rien de plus qu'une nuisance. Alors, pour éviter les ennuis, il saute simplement haut dans les airs, comme Hulk, et s'éloigne. Cette démonstration de force immense laisse les soldats se demander si ce type est même humain. On passe ensuite à Jong Min-woo, Maintenant, il est sûr que les forces spéciales ne pourront rien faire dans cette affaire, et encore moins les policiers. L'homme à l'autre bout du fil est Young Song-young, le chef d'équipe de cette opération. Nous l'avons vu après avoir vu comment ce type antique a brisé les attaches à Ryuk-Tavik, il est d'accord avec le directeur. Le directeur se calme soudainement lorsque son supérieur, assis sur. Il est sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après tout, ils ont affaire à un vieux type censé être impuissant face à l'armement moderne. Alors qu'il dit ça, l'autoroute principale est bondée de véhicules militaires, de chars, de Hummers militaires, et même d'hélicoptères qui remplissent le ciel. Sérieusement, avec toute cette puissance militaire, ils traitent notre type comme une menace de niveau Godzilla. Bref, Cheo Cryujum se tient au sommet d'un immeuble, complètement encerclé. Même le toit est envahi par des forces de police. Maintenant que ces types le défient, il est prêt à leur montrer de quoi il est capable. Mais avant d'engager le combat, il saisit un manche. Ouais, il est décidé. Il va leur en faire voir de toutes les couleurs avec rien qu'un manche à balai. Un des soldats tire une balle juste à côté de ses pieds, pensant l'intimider. Cet officier est sûr qu'un artiste martial ancien comme lui ne pourra pas rivaliser, mais il semblerait que Cheo Cryujum soit sur le point de lui prouver qu'il a complètement tort. Avant que l'affrontement ne commence et que nous soyons témoins du chaos qui s'ensuit, le président en personne décide de se montrer et de rencontrer le type. Une fois que le président met le pied sur son service de sécurité, inquiet, l'avertit de garder ses distances. Kang Ji-kon est venu personnellement rencontrer cette relique du passé. Il ordonne aux officiers de baisser leurs... Bien sûr, étant le type ancien qu'il est, Cheo Cryujum comprend que le président a probablement le statut d'un roi. Tout d'abord, Kang Ji-kon exprime ses excuses du fond du cœur pour la façon dont ils ont traité leur invité du passé. Comme Cheo Cryujum n'est pas conscient de son environnement, le président l'informe que l'époque actuelle est le futur et que l'endroit est la Corée du Sud. Mais avant d'aller plus loin, le président tend la main pour une poignée de main. Il veut escorter Cheo Cryujum dans un endroit plus approprié avant de discuter davantage. Alors que le président tend la main, Cheo Cryujum, chaque officier observe attentivement, essayant de prédire son prochain mouvement. Mais Cheo Cryujum déjoue toutes les attentes en balançant son bâton, dans le but de trancher la tête du président. Pour autant que le président pourrait être la clé pour sortir de cette illusion. Les officiers deviennent immédiatement fous et braquent leurs armes sur sa tête. Miraculeusement, le président est toujours en vie et ordonne à tout le monde de cesser le feu. Pendant ce temps, Cheo Cryujum est convaincu que ce n'est pas Yoon Eun-hae qui l'affronte. Vous voyez, elle était la plus grande illusionniste de Goryeo, donc il est impossible qu'elle crée une illusion où son ennemi ne souffre pas. En repensant à ces combats, Cheo Cryujum sait que ce qu'il a ressenti lors de ses rencontres avec les officiers ne ressemblait pas à une illusion. Donc, avec tous, la seule conclusion qu'il puisse tirer est que cet endroit est réel. La scène coupe sur la maison sécurisée du président, où un somptueux festin est servi à Cheo Cryujum. Mais avant de se livrer à des plaisirs insignifiants, il veut confirmer où il se trouve. Le président affirme qu'il s'agit d'une base secrète, un lieu désigné pour des réunions comme celle-ci. Il insiste pour que son ancien invité se fasse plaisir, car toute la nourriture a été préparée selon les traditions et les goûts de l'époque actuelle. Comme Cheo Cryujum ne prend pas l'initiative, le président s'en charge et prend la première bouchée. Tout en mangeant, il lui demande si Cheo Cryujum a encore des doutes sur le fait qu'il... Bien sûr, Cheo Cryujum est assez intelligent pour le comprendre. À présent, il est presque certain qu'il est bel et... Le président est heureux d'entendre qu'il comprend.
Maintenant, il ne devrait pas être difficile que la raison pour laquelle il est capable de bouger après avoir été congelé si longtemps est due à la technologie médicale, chose qui n'était pas possible à son époque. Cheok Ryujem se souvient de l'époque avant sa mort. Le poison dans son corps se répandait déjà, et il a été transpercé par son ennemi juré. Puisqu'il est le seul à être resté ici, cela signifie que tous ses ennemis sont déjà tombés. Le président poursuit son discours. Bien qu'il ne soit pas sûr que Cheok Ryujem soit disposé à accepter les conditions, le président veut être assez généreux pour lui offrir un soutien afin de l'aider à s'adapter à cet endroit. Mais en retour, il souhaite la coopération de Cheok Ryujem. Ce n'est rien d'exigeant, juste une simple requête. Pour clarifier, le président fait un geste vers le directeur du renseignement national, et les types allumant rapidement la télévision. Un journaliste annonce l'observation d'un type super fort. Non seulement il égale la vitesse des voitures, mais il a même été vu en train de voler. Le peuple a déjà commencé à faire le rapprochement, soupçonnant que le type qu'ils ont vu voler dans la ville est la même personne qui a été trouvée dans le glacier. Des rumeurs se répandent selon lesquelles la personne qui cause le chaos dans la ville est ce même individu, et les gens l'appellent même un surhomme. Ensuite, le journaliste annonce les dernières nouvelles. Tout cela faisait partie d'une production, et le réalisateur du film voulait le plus grand réalisme possible. En gros, le gouvernement a mis en scène pour convaincre le public que les observations bizarres n'étaient qu'une performance. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser la vérité éclater. Les gens ne sont pas prêts à connaître l'existence d'un être comme Cheok Ryujem. Après tout, c'est une personne congelée, capable de survivre à travers. S'ils expérimentent et étudient cette situation, le président pense que cela pourrait conduire à des avancées incroyables. De nombreux pays ont essayé d'y parvenir auparavant, mais jusqu'à présent, ils n'ont fait qu'échouer parce qu'ils ne disposaient pas de la technologie de décongélation cruciale. Mais maintenant, Cheok Ryujem est apparu comme leur espoir. Alors, le président demande à Cheok Ryujem de coopérer avec eux pour le bien du pays et des générations futures. Mais Cheok Ryujem refuse catégoriquement, sans la moindre hésitation. Le président en reste bien sûr bouche bée, pendant que Cheok Ryujem se dirige vers la sortie. Pour Cheok Ryujem, c'est gonflé de la part du président de supposer qu'il a la moindre intention de vivre à cette époque. Puisque les mots ne suffisent pas à convaincre cet ancien guerrier, le président se rabat sur le plan B. Les officiers alignent rapidement leurs fusils hypodermiques, visant Cheok Ryujem, et commencent à le bombarder de fléchettes. Les fléchettes atteignent son dos avec précision, mais il ne bronche même pas. Si Cheok Ryujem peut être déjà arrêté des pistolets à impulsion électrique, le directeur est sûr que ce type ne peut pas résister à des tranquillisants assez puissants pour assommer un éléphant. Le directeur peut être mais Cheok Ryujem ne laisse même pas les fléchettes percer sa peau. Une épaisse couche d'aura entoure son corps, empêchant les aiguilles de le toucher. Son aura intérieure s'accumule dans ses mains, et en un instant, il envoie les officiers voler dans toutes les directions, comme s'ils n'étaient que de vulgaires poupées de chiffon. Cette petite démonstration de force sert de rappel à ce président persévérant de ne plus recommencer ce genre de coup. Malgré cela, le président n'est toujours pas prêt à laisser Cheok Ryujem s'en aller aussi facilement. Ensuite, entre un groupe d'officiers armés de matraques électriques, encerclant Cheok Ryujem. Sans hésitation, il charge sur lui. Mais Cheok Ryujem se déplace si vite que l'officier qui l'attaque le manque complètement. Les autres officiers se rapprochent, mais l'un d'eux pense avoir enfin électrocuté Cheok Ryujem avec sa matraque. Mais avant que la matraque ne puisse l'électrifier, Cheok Ryujem disparaît dans un flou, comme une image rémanente. Il se déplace si vite qu'il laisse une traînée de silhouettes derrière lui. À un moment donné, les officiers stupides réalisent qu'ils ne font pas le poids face à ce type. Il n'a même pas attaqué, alors qu'il était face à des adversaires armés. La seule chose que ses adversaires peuvent faire, c'est le regarder s'éloigner indemne. Le président, après avoir reçu la nouvelle de leur échec, a du mal à croire qu'ils ont perdu face à un seul homme. Maintenant, il est sûr qu'ils ne peuvent pas le capturer par la force. La seule option restante est donc de trouver d'autres. Après tout, Cheok Ryujem n'est pas un être ordinaire, et une recherche à grande échelle sera probablement nécessaire. Soudain, un homme se précipite pour annoncer une nouvelle urgente. Ils ont trouvé l'endroit où se trouve le type qu'ils recherchent. Bien qu'ils ne soient pas sûrs de la raison, il se trouve dans un endroit très facile à repérer. Debout sur le toit du plus haut bâtiment. On dirait que Cheok Ryujem est sur le point de sauter de ce gratte-ciel pour mettre fin à ses jours. Vous voyez, ce monde ne lui offre rien. Sa vie n'a aucun sens, car il n'a aucune raison de rester en vie. La seule raison pour laquelle il a vécu était de protéger sa maîtresse de ses ennemis. Mais maintenant qu'il n'y a plus de maîtresse à protéger et plus d'ennemis, il n'y a plus de raison pour lui d'exister. Il regrette de ne pas être mort lorsqu'il est tombé de la falaise il y a toutes ces années.
Alors qu'il commence à descendre, quelque chose attire son attention. Un visage sur un panneau d'affichage attire Il s'avère que le visage sur le panneau d'affichage ressemble exactement à Ok-Yeon. Son ennemi ultime, celui qu'il était. Ses yeux s'écarquillent sous le choc tandis que sa mémoire remonte à l'époque où il a affronté Ok-Yeon. Un méchant qui a placé les membres de sa famille dans une illusion pour qu'ils s'entretuent brutalement sous ses yeux. Bon-Ae et Ok-Yeon ont travaillé ensemble pour lancer pleinement l'ère de la destruction sur Goryeo alors que tout partait en flammes. Le garde du corps affichait un regard déterminé contre son ennemi juré, qui prenait plaisir à torturer les épéistes et a promis qu'il aplatirait le monde. Ok-Yeon est seul responsable de tout. Même si notre héros était convaincu qu'il avait tué le type lors de leur bataille finale, il s'avère que le salaud est toujours vivant dans le futur. Cela change la perspective de Cheo Ryujum sur les choses. L'existence de son ennemi lui redonne un sens à sa vie, un but. Étendant ses mains pointées vers le sol, l'homme exerce une telle pression qu'il brise sa chute et pose ses pieds sur la surface. Il y a beaucoup de choses qu'il ignorait, et il était déterminé à les découvrir. La scène coupe sur le président Kang Ji-kon qui perd la tête après avoir appris que notre héros a sauté du plus haut bâtiment qu'il ait pu trouver. Mais le fait que son corps soit introuvable est encore plus effrayant que la première nouvelle qu'il a reçue. Heureusement, ils ont rencontré un témoin qui a croisé le type, et selon son témoignage, il a simplement demandé des informations sur Ok-Yeon. Dans ce monde, Ok-Yeon est une figure importante. Il est la fierté de la Corée, une star de cinéma de classe mondiale reconnue dans le monde entier pour son talent prodigieux depuis son plus jeune âge. Il est surveillé de près par d'autres continents du monde, et avec l'apparence d'un mannequin, il a un charme irrésistible dans sa personnalité. Grâce à sa seule existence, la valeur des actions de son entreprise est en hausse, et parce qu'il est la star la plus célèbre de Corée, il a élevé le statut du pays dans le classement mondial. En d'autres termes, le type était la définition d'un grand homme, ce qui ne correspond pas à la description que Cheo Ryujum attendait d'entendre. C'est comme s'il se sentait encore plus déplacé, maintenant que l'identité d'Ok-Yeon semble être l'opposé de l'homme qu'il est censé être. Compte tenu des informations, Cheo Ryujum soupçonne qu'il existe deux possibilités. Premièrement, ce mannequin ressemble soit à Ok-Yeon, soit, deuxièmement, le type est en fait lui tout en manipulant le monde entier. Et pour une raison intéressante, Cheo Ryujum espère désespérément que c'est la deuxième possibilité. Ressentant l'envie de le rencontrer, il demande à l'enfant de l'emmener à Ok-Yeon, ce qui est évidemment une demande insensée pour un enfant normal qui ne peut évidemment pas contacter une célébrité comme ça. Même l'enfant se demande s'il n'a pas trouvé une sorte d'idiot en posant cette question. À l'horreur de l'enfant, cependant, Cheo Ryujum n'est pas d'humeur à plaisanter. Le type exerce une telle pression qu'il brise la vitre de tous les écrans. Cheo Ryujum exige une réponse de l'enfant, désirant un moyen de trouver Ok-Yeon. L'enfant pense qu'il va se faire tuer s'il ne lui donne pas de réponse. Alors il finit par avouer avoir entendu dire que le mannequin avait voyagé à l'étranger il y a quelques années. Cheo Ryujum réalise que cela signifie que sa cible a déjà traversé dans un autre pays. Allons rendre visite au pays de la liberté, l'Amérique. Ici, le mannequin est en train de déjeuner tranquillement quand soudain il se fait frapper au visage par Buff Kanye West ici présent. Parlant un charabia en anglais, l'Américain exige qu'il quitte les lieux. Il s'avère que c'est censé être juste et il met plus de temps à s'adapter aux scènes. Pour compenser, le mannequin sûr de lui, avec son visage déjà gonflé, demande à l'Américain de le frapper de l'autre côté aussi. La scène doit être refaite quand soudain, le lustre se brise et s'effondre de façon. Kanye le costaud ne pourra pas sortir un autre album s'il le frappe, mais heureusement, le mannequin coréen se précipite pour lui sauver la vie. Le personnel s'est immédiatement précipité pour vérifier leur état. Ils ne s'attendaient pas à ce que Heureusement, ils sont tous les deux sains et saufs, et personne n'a été blessé. Enfin, sauf Ok-Yeon, qui s'est blessé au bras. À l'hôpital, ils sont choqués de constater qu'Ok-Yeon a détruit son corps juste pour sauver l'autre gars. De plus, pour son acte courageux, il a reçu une tonne de cadeaux de tout le monde pour accélérer son rétablissement. Ok-Yeon pense que c'est une bonne idée de partager ses cadeaux avec les généreux membres du personnel de l'hôpital. Il s'excuse également d'avoir gâché le calendrier de tournage à cause de son état actuel. Mais ils sont juste heureux qu'il ne se soit pas trop blessé. De plus, Ok-Yeon se rend compte que le tournage n'est pas une chose importante en ce moment, surtout quand il entend des nouvelles choquantes. De retour à la Maison Bleue, le président Kang Ji-kon fait ses adieux à tout le monde, pour trouver notre garçon qui l'attend. Ayant contourné les niveaux de sécurité les plus élevés avec facilité,
Kang Ji-kon se souvient avoir été terrifié hier, car il y a seulement 9 heures, notre garçon s'est présenté à son bureau comme Batman. Il est venu accepter l'offre de coopération qu'il avait rejetée plus tôt. Seulement cette fois, il y a une condition qui l'accompagne. Lui tendant une photo d'Oh Kei-yeon, il demande au président de l'aider à trouver quelqu'un qui puisse facilement le rencontrer dans la même pièce qu'Oh Kei-yeon. Kang Ji-kon est prêt à tout tant qu'il promet une coopération totale en retour. Cheok Ryujum observe que le geste de se serrer la main par confiance n'existait pas à son époque, mais il lui serre la main quand même. De retour au présent, Kang Ji-kon apprend que Cheok Ryujum veut voir Oh Kei-yeon de toute urgence, mais ce ne sera pas facile car ils sont si loin de lui. La scène passe à la partie où ils atteignent réellement le lieu de séjour d'Oh Kei-yeon. Le mannequin est choqué de rencontrer le président et la personne qui l'a amené à Oh Kei-yeon se présente en retour, tandis que Cheok Ryujum est sur ses gardes, car il est temps de voir si ce type est vraiment Oh Kei-yeon ou non. Kang Ji-kon apprend que le mannequin s'est foulé le bras récemment à cause d'une blessure. Cheok Ryujum est beaucoup plus disposé à le rencontrer et lui tend la main. La célébrité est initialement choquée de trouver le même type des nouvelles ici devant ses yeux. Il se serre la main correctement tandis que Kang Ji-kon suggère qu'il s'assoie quelque part confortablement. Mais ce n'est pas la partie importante. La partie importante est que notre garçon est en train d'écraser la main d'Oh Kei-yeon avec sa poigne incroyablement forte. Mais à son grand choc, ce type ne laisse même pas échapper une trace de chi de son corps, apparaissant comme un humain ordinaire. Déçu, Cheok Ryujum s'excuse pour son intrusion. Kang Ji-kon dit aux deux de s'installer confortablement pendant qu'il s'en va pour s'occuper de la salle de bain. Bien qu'il s'en aille comme excuse, il a déjà mis ses hommes en attente au cas où quelque chose de merdique se produirait. La pièce est vidée jusqu'à ce que seuls deux des hommes restent assis à une table l'un en face de l'autre. Bien qu'il apprécie son thé, Cheok Ryujum, réalisant que ce type ne ressemble qu'au trait du visage d'Oh Kei-yeon. En fin de compte, il semble qu'il soit seul, jusqu'à ce qu'Oh Kei-yeon prononce le nom de Cheok Ryujum, s'approchant pour murmurer son choc de le voir vivant. À la surprise d'Oh Kei-yeon, le garde du corps qu'il supposait mort s'est avéré être vivant. Ryujum est tellement prêt à se battre à ce stade qu'il libère une aura violente pour avertir Oh Kei-yeon, se demandant si tout cela était un jeu pour le bâtard. En fin de compte, Oh Kei-yeon n'est qu'une fausse identité pour l'homme en dessous. Cela a toujours été Oh Kei-yeon, ce qui ne mène qu'à une seule explication. Et c'est qu'Oh Kei-yeon a dû acquérir une sorte de compétence lui permettant de masquer ses niveaux de chi en public. Cheok Ryujum s'inquiète de savoir à quel point ce type est revenu tôt dans le futur avant lui. Oh Kei-yeon lui dit tout de suite que le tuer ici n'aurait aucun sens, il ne devrait donc pas libérer son intention meurtrière en public. Il juge que Cheok Ryujum ne fait que s'adapter à ce monde, tandis qu'Oh Kei-yeon en fait déjà partie et s'y est fondu. Cheok Ryujum lui pose des questions directes sur la façon dont il est venu dans le futur, mais l'astucieux Oh Kei-yeon garde ses secrets. Arrivant à sa seule et unique préoccupation, Cheok Ryujum interroge la seule personne qui lui tient vraiment à cœur. Il veut savoir si la fille qu'il était chargé de garder est également venue dans le futur, mais Oh Kei-yeon est d'humeur à jouer avec les sentiments de notre garçon, alors il lui donne une réponse à moitié bâclée comme si c'était censé être une énigme. On a assez de ces conneries, notre garçon exerce littéralement tellement de pression contre la table que cela projette Oh Kei-yeon et son siège jusqu'au bout du monde. D'après ce qu'il semble, Oh Kei-yeon ne veut pas coopérer, alors Cheok Ryujum a décidé qu'il trouvera ses réponses par lui-même. Il regarde Oh Kei-yeon, qui émerge des décombres, se remémorant et se demandant si c'était la réalité qu'ils ont autrefois partagée dans une autre vie. Cependant, Oh Kei-yeon est devenu vraiment confiant après cette dernière attaque de son adversaire. C'est comme s'il pouvait sentir que Cheok Ryujum n'a pas encore complètement retrouvé ses forces. Avant que leur petite danse ne commence, Oh Kei-yeon l'arrête pour alerter Cheok Ryujum à propos de la barrière spéciale d'illusion qu'il a placée. Avec cela en place, le reste du monde ne les verra pas se battre imprudemment, et au lieu de cela, il semblera qu'ils se rattrapent comme de vieux amis. C'est drôle, mais Bro se soucie vraiment de sa réputation pour la maintenir, même en tant que méchant. Oh Kei-yeon se précipite, mais notre garçon souligne immédiatement quelque chose de choquant. Il n'affrontait pas du tout Oh Kei-yeon. Cheok Ryujum écrase une pomme de pain dans sa main, et déclare qu'il va découvrir la vérité par lui-même. Il remarque qu'en dépit d'avoir caché sa clé dans son état normal, ce type a en fait laissé échapper une partie de sa clé en se défendant, ce qui a révélé à Cheok Ryujum. La femme abritant le déguisement de Yanwoo revient soudainement à son état d'origine.
clairement impressionné qu'il ait pu reconstituer la vérité avec une seule rencontre. Vous souvenez-vous de Yunan Ai, la nana qui était presque responsable d'avoir poussé notre garçon à mettre fin à la... Ouais, moi aussi la sœur de Tachi ici. La perspective revient au dernier jour de la... Là où il se souvient clairement d'un Ai, tombant vers sa mort après avoir été éventré. Il était persuadé que c'était fini pour elle, alors c'est juste étrange. Un Ai rit de sa confusion et révèle que le véritable Okiyen est en fait un personnage important dans ce monde. Elle a usurpé son identité en tant que Yanwu parce que son patron est occupé à gérer d'autres réunions pour ses plans. Et dans le rapport d'aujourd'hui, elle est plus qu'heureuse d'annoncer à Okiyen le retour de Cheok Ryugem. De plus, en jugeant ses pouvoirs d'après ce qu'elle a vu plus tôt, elle pense pouvoir facilement battre Cheok Ryugem ici. C'est pourquoi la sœur de Tachi utilise une technique de clonage pour attaquer notre héros en nombre. Mais elle a oublié à qui elle avait affaire, car il élimine facilement l'un des clones. Il en a assez de l'entendre jacasser. En gros, il lui a dit de la fermer. Bien sûr, comme Cheok Ryugem a expulsé tellement de ki de son corps après s'être réveillé récemment, cela va avoir des conséquences sur lui. Et cette seule supposition est devenue le plus grand échec d'un Ai, car notre héros lui a rappelé qu'il était d'une autre trempe. D'une seule attaque, il s'est débarrassé de tous ses clones. Elle était au sol, incapable de l'affronter. Cheok Ryugem se souvient clairement d'avoir tué cette psychopathe ce jour-là. Elle est tombée d'une falaise avec une blessure qui ne devrait pas être facile à soigner, il est donc difficile de croire qu'elle soit arrivée jusqu'ici. Un Ai révèle qu'elle aussi pensait qu'elle allait mourir ce jour-là. Mais en ouvrant les yeux, la réalité est devenue différente pour elle. Elle était dans le futur, l'air perdu devant un homme portant un beau costume avec des cheveux cendrés. C'était Okyon, et il l'aidait déjà à s'adapter à ce nouveau monde. Cela signifie qu'Okyon a été le premier à se réveiller parmi eux, et comme il est son supérieur, un Ai ne veut pas abandonner avant la fin. Elle manque de peu l'œil de Cheok Ryugem avec son coup de poignard acéré, mais notre héros la contre juste à temps, la repoussant avec un coup violent. Un Ai est pratiquement incapable de continuer le combat. Pendant que Cheok Ryugem s'approche d'elle, il lui rappelle à quel point elle a l'air pitoyable quand elle dit qu'Okyon lui a réellement sauvé la vie. Un Ai n'est ici que depuis un mois, mais ce n'est pas ce qui préoccupe Cheok Ryugem. Il veut savoir quand son corps a commencé le processus de décomposition. Elle ne voit pas où il veut en venir, alors il lui déchire sa chemise, révélant de la chair pourrie en dessous. Cheok Ryugem ajoute qu'Okyon ne l'a jamais sauvé du tout. Il a simplement utilisé un sort pour la maintenir en vie pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle rencontre finalement son destin après n'être plus d'aucune utilité. Un Ai devient complètement folle en réponse, hurlant contre lui pour avoir dit des choses aussi ridicules. Cheok Ryugem comprend qu'elle n'a jamais entendu parler de cette technique, mais à ses yeux, le verdict est clair. Elle n'est qu'un outil dans les plans d'Okyon. De plus, il l'amuse en pensant à la raison pour laquelle il lui fait faire tout ce travail insignifiant. C'est parce que sa valeur ne dépasse pas cela aux yeux d'Okyon. Ouais, ça se termine en cauchemar pour un Ai, qui est traumatisé de réaliser qu'elle va bientôt passer l'arme à gauche. Cependant, il existe une issue que seul Cheok Ryugem connaît. Il devra injecter un chi différent du chi qui est en train de gâcher son corps. Et il lui montre comment faire en infusant une partie de son propre chi pour inverser l'infection. Cela confirme à un Ai que son maître prévoyait de la tuer discrètement. Cheok Ryugem conclut que soit lui, soit Okyon, peuvent utiliser la technique d'infusion, elle va donc devoir faire un choix. Prendre parti. Réalisant qu'on en est arrivé là, un Ai remarque qu'elle veut vivre et demande un ordre à Ryugem. D'accord? Je pensais vraiment qu'elle finirait morte comme dans la plupart des histoires. Mais c'est un changement. Cheok Ryugem révèle que son objectif est d'agir comme un agent double à partir de maintenant. Dans la scène suivante, Yanwu sort en trompe de la porte, suppliant d'être sauvé de Ryugem. Il alerte le président et insiste pour qu'il parte immédiatement, à leur grande confusion. Le président est effrayé par la présence d'une personne dangereuse à l'intérieur de la pièce et, en entrant, il découvre Cheok Ryugem, qui a complètement saccagé l'endroit. Il s'excuse pour le désordre et propose une compensation de quelque manière que ce soit. Son excuse? C'est qu'il testait des choses. Le président ne s'en soucie pas immédiatement et demande plutôt si Cheok Ryugem va bien mentalement. Quant à Yanwu, il s'inquiète pour lui aussi, se demandant s'il s'est blessé quelque part. En fait, un Ai est un peu énervé de voir notre héros apparaître si instable comme ça. Surtout quand il est inhabituel pour lui d'être comme ça. Le talent d'acteur de notre héros pourrait lui valoir un Oscar apparemment.
Quoi qu'il en soit, il veut avoir une vraie conversation avec un Hai bientôt, discutant de leurs objectifs concernant Okyong. La perspective revient au passé, où le jeune épéiste a été informé de son seul et unique devoir. Il était censé dégainer son arme pour protéger les personnes importantes autour de lui. Les gardes du corps étaient censés et on lui rappelait souvent que sa vie n'avait pas autant d'importance que la personne qu'il était chargé de protéger. En même temps, comme les gardes du corps vivaient pour protéger quelqu'un d'autre, ils étaient exceptionnellement volontaires et déterminés à ne pas mourir. Cheok Ryujum se réveille dans le laboratoire, où les chercheurs sont en alerte, constatant que son état semble soudainement plus instable que jamais. Il leur dit qu'il va bien, mais il veut savoir combien de temps durera la recherche. Le président lui dit de se détendre car ils peuvent toujours continuer une autre fois. Vous savez, le président commence vraiment à me plaire, parce qu'il donne à notre héros le respect qu'il mérite au lieu de le traiter comme un esclave. Cheok Ryujum préfère continuer la recherche une autre fois parce qu'il doit tenir une promesse importante à quelqu'un. Juste dans la scène suivante, le mannequin Hai voit Cheok Ryujum, déclarant qu'il est arrivé plus tard qu'elle ne l'a. Elle peut dire que quelqu'un le suit, mais ce n'est pas grave, car ce n'est qu'un des gardes du président. Ils décident de discuter de leur plan autour d'un repas, mais un Hai est un peu choqué qu'il soit si à l'aise pour commander autant de boissons à ses frais. Notre héros lui dit de se taire parce que c'est lui qui est censé mener l'interrogatoire ici, et ensuite il commence par couvrir l'histoire d'Okyong, qu'il a essentiellement surpassé lors de leur dernière rencontre. Okyong est un membre de la famille qu'il était chargé de protéger. On a longtemps cru qu'Okyong avait trouvé la mort dans un incident, mais personne n'aurait pu supposer qu'il avait simulé sa mort afin de planifier une rébellion. Un Hai partage que c'est un homme au nom, alors qu'elle a juste suivi ses ordres sans poser de questions. Puisqu'elle ne peut pas bien répondre à cette, Cheok Ryujum demande s'il y a quelqu'un d'autre du passé qui est venu dans le futur. À sa connaissance, un Hai, Okyong et Cheok Ryujum sont les seuls. Par curiosité, elle a cherché en profondeur des archives de quelqu'un. Cheok Ryujum apprend qu'Okyong est actuellement à l'étranger, tandis qu'un Hai est un peu rebuté qu'il soit sur le point d'aller le rencontrer dans l'état où il est. Le fait est qu'Okyong est devenu considérablement plus fort depuis le passé. Notre héros semble désintéressé par son bavardage et là, mais c'est en fait parce qu'il voit quelque chose qui fait écarquiller ses yeux de choc extrême. Le vrai Yanwu, ou devrais-je dire le vrai Okyong, les regarde par hasard tous les deux depuis l'extérieur du restaurant. Un sourire se forme sur Okyong réalisant que le monde est devenu plus intéressant grâce à cette révélation. Cheok Ryujum se lève, qualifiant leur rencontre de stérile et de pathétique. Il veut ajouter plus de conditions à son rôle. Maintenant qu'il a vu le type en personne, quelque chose d'important s'est réveillé à l'intérieur de Cheok Ryujum. Qu'il est complètement balayé la seule chose qui comptait le plus pour lui. Cheok Ryujum lui dit qu'il croit fermement à la survie de la jeune fille. Celle qu'il était censé protéger. Même si c'est une déclaration assez ridicule du point de vue d'un Hai, qui cherchait déjà des documents. Les paroles du maître de Cheok Ryujum résonnent fort et clair dans son esprit. Son seul et unique devoir est de protéger celle qui lui a été assignée. Et suivant cette règle d'or, il va d'abord Un Hai lui rappelle qu'il ne sera pas facile de la chercher, car elle ne se souvient même pas de son. Mais notre garçon est soit un simple, soit une putain de machine, vu la façon dont il prend un crayon et commence à esquisser son visage dans l'ayant servi toute sa vie, cela devrait être facile pour lui. Jusqu'à ce que ce putain de crétin révèle le dessin et le rebondissement de l'intrigue, ce truc n'est pas du tout une œuvre de Picasso. La scène coupe sur Choi, son ami est un peu agacé qu'elle soit partie sans elle. De plus, c'est la même fille du début de l'histoire qui voulait mettre fin à ses jours. À part ça, le contexte de Soon est qu'elle est fondamentalement un succès dans son école. Un mannequin avec un fan club rempli de bizarres et de nerfs, pensant qu'ils vont marquer comme LeBron. Et à cause de ces vicieux pervers, l'amie de Soon est un peu inquiète pour elle. Son amie est en même temps jalouse de l'énorme attention que Soon suscite dans son école. Pendant qu'elles discutent tranquillement, Ryujum et un Hai localisent les deux jeunes filles à distance. Un Hai est en fait assez déconcerté par la technologie des smartphones, remarquant à quel point c'est une incroyable mer d'informations. Quelle belle époque pour vivre! De retour à l'histoire, Ryujum est vraiment content qu'il fasse des progrès solides ici, ayant initialement supposé qu'il lui faudrait jusqu'à 1 an pour arriver à ce point. Il dit à un Hai de se taire parce qu'ils sont là pour quand soudain, une bande de pervers s'en prennent aux deux jeunes filles. Ces fichiers PDF qui ressemblent à des rampants de peau essaient d'attirer l'attention de Soon, exigeant même un câlin d'elle à cause de leur obsession.
Mais vu la façon dont ils approchent les deux filles, le visage de Soon est frappé d'horreur alors que les deux sales types agissent comme si elle leur devait une faveur pour être ses fans. Ryu-jum et Eun-hye regardent de loin, réalisant qu'ils devraient intervenir bientôt. Et maintenant, un aperçu de sa dame. Pissenlit est le premier mot qui lui vient à l'esprit pour décrire son innocence. Une jeune fille petite et innocente qui pleurait sans cesse, bien qu'elle appartienne à une famille riche. Chaque fois qu'elle tombe malade, son état est incomparable. Elle était la définition de quelqu'un qui avait besoin de compter sur quelqu'un d'autre pour une Ryu-gem saute juste au moment où le moche King Kong essaie de serrer Soon dans ses bras. Eun-hye jette un coup d'œil à l'ami de Soon. Et au cas où vous penseriez que Soon était la dame de Ryu-jum, vous avez tort. C'est son amie. Et elle n'était pas faible. Pas dans sa vie passée et pas même maintenant. Elle était son maître. Ryu-jum s'approche d'elle et elle s'approche lentement de lui. Notre garçon s'excuse d'être arrivé si tard pour la sauver et lui offre même sa propre veste pour se protéger du froid. Avec cette seule rencontre, Ryu-jum est absolument confiant dans la personne en face de lui. Mais à son grand choc, la nana fonce droit sur lui, le piquant avec un puissant uppercut dans l'abdomen. Ryu-jum ne s'attendait clairement pas à ça et moi non plus. Cette nana n'est pas une demoiselle en détresse. C'est une arme. Avec un sourire sur son visage, elle partage que cela fait un moment qu'ils ne se sont pas rencontrés. Il s'avère que la nana l'a pris pour un de ses fans. Mon pote est dévasté de réaliser qu'elle ne partage même pas le même nom qu'elle. La fille ne comprend pas quel est le problème et demande s'il est plutôt un fan de Soon. Ryu-jum apparaît visiblement bouleversé, réalisant que ce n'est pas seulement une question de souvenir, mais aussi une question de son... Il parlait maintenant à une personne complètement différente. La gamine baisse la tête, en réalisant qu'elle l'a frappé sans raison. Des mecs de la classe sortent de nulle part pour protéger Soon et son ami, pensant que notre garçon essayait de les harceler ou quelque chose comme ça. Mais à ce moment, Ryu-jum ne se soucie de rien du tout. Tout ce qu'il sait, c'est la triste réalité que cet enfant est différente de son maître. Ils le laissent tranquille et s'en vont avec Soon. Mais la fille apparaît pensive, voyant l'homme se tenir seul avec une expression de cette seule interaction, elle peut dire que c'est quelqu'un qui a vécu une vie terrible. Dans la scène suivante, où le lendemain matin, Ryu-jum et son fidèle acolyte, Eun-hye, arrivent au tombeau où sa dame est censée être enterrée. Eun-hye trouve ça un peu banal mais pense que c'est dû au passage du temps. Il confirme l'information en rencontrant le meilleur historien sous les ordres du président. Ayant confirmé cela de multiples, il découvre que la dame de Ryu-jum est décédée le jour de la rébellion. Ses derniers effets personnels sont conservés sacrés dans le tombeau. Eun-hye semble aller bien, mais Ryu-jum est extrêmement bouleversé, à tel point qu'il frappe le sol pour évacuer sa frustration. La scène finale se rejoue sans cesse dans son esprit. Ok-yeon l'a inévitablement battu en séparant le garde du corps de son seul et unique objectif. Malheureusement, il a enfreint les règles de son travail et a échoué à son but ultime dans la vie. Devant sa tombe, il se désespère à l'idée de ne pas avoir répondu à ses attentes. Je me sens vraiment... C'est comme faire quelque chose avec une telle dévotion pendant des décennies de votre vie et réaliser que vos efforts n'ont servi à rien. Maintenant qu'ils avaient confirmé sa mort, ils reportèrent leur attention sur l'enfant, celui qui avait un visage similaire à celui de son maître. La jeune fille est surprise d'être la seule employée restante. Son patron ivrogne traîne. Le type a l'air d'une version encore plus déprimée de Nanami. Shidyok est un tel fainéant qu'il veut qu'elle lui prépare un bol de ramyon dans le cadre de son travail, alors que la jeune fille est furieuse qu'il lui fasse faire des tâches aussi insultantes alors qu'elle est censée devenir grande et célèbre un jour. Shidyok la trouve suffisamment agaçante pour se lever et cuisiner lui-même. L'entretien de la jeune fille passe à la télévision pendant que Shidyok lui dit d'être... Shidyok reçoit un appel téléphonique soudain, et il est tout excité. Raccrochant, il partage la bonne nouvelle, lui disant qu'il a enfin décroché une réunion pour un drama avec une société de production incroyable. Les yeux de Dul, réalisant qu'elle est sur le point de saisir l'opportunité d'une vie. Puisqu'ils sont invités à la réunion, Dula décide d'y aller, mais elle est rebutée par le lieu de la réunion, car il ne convient pas à une jeune fille comme elle. Cependant, elle met ça sur le compte d'un simple problème. Les personnes qui font passer l'entretien l'appellent et demandent à la jeune fille de prendre un verre, à sa grande surprise. Elle leur rappelle qu'elle est mineure, donc ce ne sera pas... L'atmosphère de l'endroit ne ressemble pas du tout à un entretien. Ce n'est pas professionnel, et ces deux ivrognes agissent comme des fous. Ils lui disent de se mettre à l'aise car il s'agit juste d'une réunion de présentation, plutôt qu'une réunion officielle. Au début, elle pense que ça va,
Mais au moment où l'un des types louches la tripote, elle réalise que c'est le dernier endroit sur Terre où elle devrait être. Une réalisation horrible s'installe, qui comprend dans quelle direction ça va. Elle reprend le contrôle de la situation et se lève, déclarant que ce n'est pas son genre de vie, même pour le prix d'un immeuble. Mais cela n'avait plus d'importance, car quelques instants, elle est tombée au sol, victime de la drogue, qui avait été mélangée à l'eau. Avec son corps immobilisé, elle réalise qu'ils l'ont piégée en droguant l'eau. Quant à Shadayok, il est tellement déprimé qu'il est devenu désespéré. Il pense qu'il est probablement en train de sourire en lisant le script en ce moment. La jeune fille étant inconsciente, l'un des gars suggère qu'ils profitent des rêves de la jeune fille pour mieux atteindre leurs propres objectifs. Recevant un appel téléphonique de leur chef, ils rapportent qu'ils font des progrès sans problème jusqu'à présent. De retour chez le président Ji-kun, notre garçon remarquant qu'il ne lui reste qu'une seule chose dans sa vie, et c'est la vengeance. Il a bien l'intention de détruire tout ce Kokeiyo, en démolissant tout jusqu'à ce qu'il s'assure qu'ils restent tous les deux morts pour de bon cette fois-ci. Eunhae le surprend avec sa visite tardive, et aussi, nous apprenons qu'il lui fournit son chi quotidiennement. Et je ne parle certainement pas des oiseaux et des abeilles, elle est venue l'informer de nouvelles intéressantes, mais cela ne concerne pas Okeiyeon. Mais la jeune fille qui ressemblait trait pour trait à sa dame. Ayant suscité un intérêt pour Dula, Eunhae a commencé une enquête officielle remontant à tous les liens avec elle. Elle révèle de façon choquante que, tout comme la dame de Ryujiam, cette fille appartient également à la famille Min. Et cela signifie qu'elle est une descendante directe de la personne qu'il n'a pas. L'ayant suivie pendant un certain temps, Eunhae a appris qu'elle se trouve actuellement dans une mauvaise situation et qu'elle a besoin d'aide. Même après ce qu'elle a dit, Ryujiam se fiche éperdument d'une descendante. Il rentre à l'intérieur, ne montrant aucun intérêt, pas pour quelqu'un qui n'était même pas son propre maître. Eunhae est un peu agacée par sa réaction, même si elle s'est donné la peine de retrouver la jeune fille méticuleusement. Recevant un appel téléphonique soudain, elle réalise. À l'intérieur, elle a l'impression que Ryujiam devrait simplement abandonner la jeune fille s'il la trouve ennuyeuse. Assis en silence, l'homme déprimé se souvient d'un souvenir de celle elle lui a donné de nombreuses réactions différentes jusqu'au jour de la rébellion. Sentant que sa dame sera menacée, il lui a dit d'évacuer en toute sécurité. Mais elle lui a demandé une dernière faveur, lui demandant que chaque fois qu'elle le regarderait, il soit là pour la soutenir. Ce visage comparé à Dula le tranche dans son esprit. Trop de pensées embrouillent le jeune homme, qui s'est pleinement convaincu que la jeune fille n'est pas son maître. Dula n'a rien à voir avec lui, alors pourquoi devrait-il s'en soucier? De plus, il pense qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre qui essaie déjà de la protéger. Retournons voir Nanami, qui a reçu Beksu comme nouvelle recrue pour postuler au poste de manager. Au grand choc de Beksu, il devient immédiatement manager dès le premier jour, sans même passer. Après tout, ce type se fiche du fait que Beksu soit un débutant. Sur ce, il lui dit au revoir, se souvenant qu'après Dula, il est le seul employé ici. Il lui a préparé une surprise et se demande comment s'est passée sa réunion. Recevant un appel de son patron, le type aux cheveux blancs est furieux. Pendant les quelques instants où il s'est absenté la situation a dégénéré et la cible s'est échappée. Son subordonné idiot a essayé de la toucher et a fini par se faire. Et maintenant, puisque la victime s'est échappée, ils vont être fortement soupçonnés par la police si l'affaire est signalée. Cependant, le coupe-brosse ici pense que la jeune fille n'aurait pas dû aller loin, étant donné qu'elle est toujours sous les... et leurs soupçons sont corrects. Dula est à peine capable de marcher, s'aidant contre le mur pour avancer. Malheureusement, elle a perdu son téléphone dans la pièce, sinon elle aurait pu appeler la police. La pauvre fille ne parvient même pas à percevoir le couloir, tandis que les hommes la poursuivent rapidement pour suppliant ses jambes de bouger, elle continue d'avancer, sachant que c'est sa seule chance de s'en sortir vivant. Au moment où sa main atteint la poignée de la porte, elle est projetée en arrière alors que les hommes la rattrapent. Ce taré de Bulkut veut lui faire du mal, mais elle a déjà l'air déprimée. Ils sont un peu choqués par sa force mentale incroyable d'avoir enduré. Ne se souciant plus de ce qui s'est passé, ils décident de la ramener. Soudain, le sol commence à trembler. Bulkut le sent clairement, jusqu'à ce que tout le bâtiment se mette à trembler. Réalisant que c'est un fort tremblement de terre, la fille y voit. Les lumières sont éteintes et il ne voit rien. À sa grande surprise, la porte est également ouverte, car notre gars a déjà fait son... De retour à la résidence du président, il a reçu une note d'Uni, ne sachant toujours pas pourquoi il s'est donné la peine de venir juste. En réalité, il aurait toujours pu l'ignorer, donc il ne sait pas pourquoi il est là. Sans trop compliquer la réponse, Ryujiam accepte qu'il voulait faire une bonne action. L'homme menaçant exige qu'il lâche la fille immédiatement. Terrifié, le type aux cheveux blancs est sous le choc, ne sachant pas d'où vient ce type. De plus, le sol tremble toujours sous leurs pieds,
alors que Ryujeom projette nonchalamment son corps au loin, le faisant heurter de multiples surfaces avant qu'il ne s'effondre au sol. Le prochain sur la liste est Bullcut, qui est probablement sur le point de... Ryujeom, avec un regard menaçant, exige qu'il la lâche. Et sans le savoir, il ne comprend tout simplement pas pourquoi il se sent si en colère. Bullcut se tire en courant après avoir vu un autre humain se faire traiter comme un putain de mannequin d'entraînement sous ses yeux. Il a tellement peur pour se faire arrêter par Ryujeom, qui ajoute qu'il n'a jamais dit à cette ordure de partir. Bullcut se traîne hors, tandis que Ryujeom se demande ce qu'ils ont fait à la fille pour qu'elle soit inconsciente. Alors il se demande s'il devrait le tuer s'il n'obtient aucune réponse. Demandant une dernière fois tout en repoussant la voiture avec une aura pure, il demande s'ils l'ont empoisonné. Et si c'est le cas, Rigrom veut un antidote immédiat. Bullcut essaie d'expliquer que la fille est simplement droguée et qu'elle se réveillera bientôt. Mais cet homme ne cherche pas des réponses bon marché alors qu'il fait un sandwich avec la... Ryujeom lui donne un avertissement glaçant, menaçant de lui briser le cou s'il découvre qu'il ment. Bullcut ne sait même pas ce qui se passe alors que de nombreux hommes en costume comme des agents du gouvernement viennent désamorcer la situation. Il s'avère que c'est une équipe de sécurité et ils disent aux gamins de s'enfuir. Ryujeom s'occupe de l'état de la fille, mais le chef de l'équipe d'urgence a un plan différent en tête et veut prendre la... Il ne se présente même pas à Ryujeom et lui ordonne simplement de leur remettre la fille, sinon ils utiliseront la force. Mais notre gars est prêt à se battre, les implorant, se souvenant de leur première interaction et de la façon dont il l'a aidé tout à l'heure. Ryujeom pense que c'est lui qui devrait assumer la responsabilité. Il leur dit qu'il est le manager de l'enfant, même si ce n'est que pour une journée. Le gamin Bullcut parle à son patron et apprend que c'est lui qui a envoyé les gardes du corps pour prendre le contrôle de la situation. Mais lorsque le gamin rapporte qu'il ne s'attendait pas à croiser le manager de Dula, son patron est surpris. Se concentrant sur Ryujeom et les gardes du corps, ils exigent une vérification immédiate pour prouver son lien avec l'enfant. Contrant leur demande d'authentification, Ryujeom demande aux membres de la sécurité de prouver qu'il peut leur faire confiance pour leur remettre Dul en toute sécurité. Intériorisant ses pensées, il ne fait pas du tout confiance à ces types, croyant qu'ils ont des intentions suspectes. L'un des types de la sécurité essaie de l'attaquer, mais Bro se prend un coup de pied dans le ventre puis se fait repousser avec une frappe de la peau. Avec son corps au sol, Ryujeom se demande s'il est allé trop loin. Le chef de l'équipe en a fini d'agir gentiment et signale à son équipe de sauter sur notre gars. Mais ce n'est pas Jujutsu Kaisen ici. Car Ryujeom les démolit nonchalamment avec une variété de frappes différentes jusqu'à ce... Alors qu'il s'éloigne de l'équipe restante, Ryujeom ressent une sensation à laquelle il n'était pas préparé. Le chef de l'équipe de sécurité intervient pour prendre le relais du combat, et finalement la fille se réveille. Elle n'a aucun souvenir des membres de l'équipe de sécurité, alors il lui dit de fermer les yeux une seconde et charge une attaque puissante. En un éclair, l'équipe est renversée, ils sont tous assommés comme des kills avec la ruée explosive de Ryujeom. La fille est trop stupéfaite pour parler. Sa seule réaction est l'aveu factuel qu'il est un humain incroyablement fort. Dans la scène suivante, elle est ramenée en toute sécurité à son patron, qui se rend compte qu'il a commis une grave erreur en envoyant la fille seule sans personne pour s'occuper d'elle. Il ne savait pas que cela arriverait et a été trompé par l'entreprise simplement parce qu'elle, même si elle semble aller bien, il est clair que cette situation a clairement affecté la fille. Bien qu'il ait supposé que c'était une bonne opportunité au début, cela aurait pu très mal se terminer pour du. Fou de rage, son patron a envie de tuer tous ceux qui ont blessé son employé. Mais sa propre employée souligne son approche ridicule. Il ne pouvait pas simplement se battre contre une entreprise géante, et bien qu'elle veuille dénoncer les salauds pour ce qu'ils ont, c'est tout simplement irréaliste car ils sont faibles. Dans cette situation, peu importe à qui il perdrait. C'est pourquoi elle ne voulait pas que son patron se lance dans un combat inutile. Au lieu de cela, elle est plus qu'heureuse de leur rendre l'appareil plus tard, sur le long terme. Au lieu de cela, elle pense qu'il est plus traînant son cul jusqu'à Ryujeom qui n'est pas intéressé, elle laisse le patron entamer la conversation. Bien qu'il veuille dédommager notre gars, Ryujeom ne se soucie vraiment de rien d'autre que des boissons sucrées. La fille est immédiatement devenue fan de ce type parce qu'il est vraiment bon au combat. Elle pense qu'il serait excellent de lui attribuer le poste, surtout qu'ils se sont déjà croisés. Elle se demande si la fille pour laquelle il l'a prise est aussi jolie qu'elle. À part ça, le patron est là à interviewer l'homme et apprend qu'il est pratiquement sans emploi en ce moment. Alors que Dula est choqué par ce qu'il fait, car du point de vue du patron, ils ont tous les deux l'air parfaits ensemble, alors il lui offre carrément un emploi pour travailler comme manager. Eh bien, de retour en classe, Dula est félicité par Sion pour avoir intégré une... sans savoir le bordel qui s'est passé l'autre soir. Dula parle des détails et explique que ça n'a pas marché.
Se sentant étourdie, elle se retire et demande nerveusement une faveur pour obtenir des secrets commerciaux. Ce genre de requête privée met Sion un peu sur la réserve. Mais grâce à sa personnalité trop gentille, elle accepte de tout cœur. Elle est prête à répondre à toutes les questions quand une bande arrive en les bousculant. C'est le gang Oganil, mais grâce au manager personnel de Sion, ils ont peur de s'engager dans quoi que ce soit de sérieux. Sion pense qu'avoir un manager est crucial dans des situations. Choisir quelqu'un de fiable est plus important que de choisir quelqu'un de fort, car cette personne doit être digne. Le mot digne de confiance lui rappelle l'homme qu'elle a récemment rencontré. Ryugum observe le paysage urbain de nuit quand Eunhye arrive pour le. Bro est un peu trop dur avec elle parce qu'il lui reproche d'être en retard à chaque fois. De plus, comme elle est souvent en retard, il se demande quel genre d'emploi du temps personnel elle a. Eunhye refuse d'en parler et demande pourquoi il l'a appelée. Bro veut juste en savoir plus sur le rôle de manager de célébrité, chose que même cette nana ignore. Recevant un regard noir de sa part, elle explique qu'un rôle typique de manager consiste à vérifier l'état de la célébrité et à s'occuper des négociations à sa place. En gros, un gardien qui veille toujours sur elle. Maintenant qu'elle a vendu la mèche, elle veut savoir pourquoi il a posé la question. Ryugum explique qu'il a trouvé un nouveau travail en tant que, ce qui est un choc retentissant pour elle, surtout quand ce type était dur à l'idée de la rejeter l'autre jour. Elle le maudit même d'avoir changé d'avis et soupçonne que cela finirait par arriver. À part ça, il a appris quelque chose d'intéressant de la part de la fille. De retour à l'équipe d'urgence, il fait son rapport à son chef concernant l'homme extraordinaire et comment il est devenu responsable de l'échec de la mission. Pendant ce temps, Ryugum révèle à Eunhye comment il s'est battu contre un groupe de gars pour lui sauver la vie. Mais d'un seul coup d'œil, il a pu dire que ces gars étaient différents. Il les a frappés avec du chi et ils étaient toujours capables de se relever. De retour sur les lieux de leur patron à cul nu, Bro balance un coup de poing si fort qu'il chef d'équipe dans le mur, leur rappelant qu'ils sont aussi des humains extraordinaires. Le fait qu'ils aient échoué cette mission est le comble de l'embarras. Ils ne peuvent pas se permettre de se tromper sur cette mission vu son importance. Ryugum dit à Eunhye que les gens de ce monde ne devraient pas être habitués au concept de « c'était le monde actuel ». Un monde sans aucun concept d'arts martiaux, chi, mais il pouvait le sentir. De plus, le chef de l'équipe d'urgence est maintenant personnellement curieux et veut rencontrer lui-même cet homme mystérieux. La réaction d'Eunhye est folle après avoir entendu ça de sa part. Elle veut savoir s'il dit la vérité ou non, tandis que Ryugum ne comprend pas pourquoi elle est si bouleversée à ce sujet. Il se demande s'il y a quelque chose qu'elle sait et qu'il ignore. Les yeux d'Eunhye s'écarquillent d'horreur, se rappelant comment Okeyon lui a dit que le chi interne n'existait plus. Donc ça veut dire que c'est impossible. Mais cela ne fait qu'ajouter encore plus de preuves qu'Okeyon l'utilise comme un outil. Se souvenant de sa rencontre avec l'Okeyon du présent, elle a appris que le monde a considérablement changé au cours des 8 siècles où il n'était pas là. Le corps humain moyen a perdu l'une de ses fonctions essentielles. C'était devenu un monde où, au lieu des arts martiaux, le développement et la technologie étaient avancés. Il a même admiré la puissance de la science comme ayant vécu pendant une. Il a compris que le chi n'était plus nécessaire dans un tel monde. Mais cela ajoute au mystère de savoir pourquoi Eunhye a été maintenu en vie si. Ryugum ajoute qu'il n'a pas expérimenté de simple chi, donc son observation est un peu courte pour le moment. C'est pourquoi il veut d'abord enquêter sur ces gars. Bro se laisse littéralement tomber d'un bâtiment devant elle, fait un atterrissage de super-héros, et Jojo se fraye un chemin pour découvrir la vérité dans l'ombre qui lui est cachée. Le lendemain, nous découvrons la meilleure école de Corée, bordée des voitures les plus exotiques. Le lycée Yongjin est un établissement dans lequel le gouvernement investit personnellement, et il ressemble à une université avec les différents cours et activités qu'il propose. Et il se trouve que Dula fréquente cette école. L'école des coincés et des enfants de riches comme les 3 filles délinquantes. Malheureusement, contrairement au reste des élèves, elle était quelqu'un qui est simplement entré grâce. Elle se fait harceler pour le simple fait d'exister, et à cause de son origine, il la traite comme de la merde. Essayant même de dresser Suyun contre une horreur comme elle. Dula riposte à Sojung. Et bien qu'elle ait voulu frapper la fille de toutes ses forces, elle n'a fait que se faire encore plus harceler et provoquer par les garçons de sa classe. Toute la classe est hostile envers elle, mais elle ne peut rien faire pour empêcher son destin. À part ça, les élèves sont curieux de connaître l'élève transféré qui va les rejoindre aujourd'hui. Le professeur arrive et leur dit de s'asseoir. Les enfants s'attendent pleinement à une connaissant les normes élevées de leur professeur. Mais à la stupéfaction de tous, et surtout de Dula. C'est notre garçon Choke Ryujium qui a l'air élégant dans cet uniforme.
Revenons quelques pas en arrière et voyons sa rencontre avec le président. Il a fait une demande pour rejoindre l'école et explique que sa curiosité pour ce monde lui donne envie de poursuivre une voie de connaissance. Le président charge ensuite le directeur du Service national de renseignement de s'occuper de cette demande en son nom. Tant que son âge ne posait pas de problème, il pouvait se joindre à nous. Et devinez quoi? Notre garçon fait maintenant partie de la classe. Et il a toutes les filles qui craquent pour lui. Même les garçons admirent sa beauté, croyant qu'il est une future star ou un acteur. Janil les met de côté et se présente. Et complimente le physique du type. Recevant une réponse glaçante, Ryugyom révèle qu'il obtient ses résultats en prenant des têtes, ou en d'autres termes, en trompant. Le plus drôle, c'est que le geek ringard qui lui a parlé de Yanwoo il y a plusieurs jours fait aussi partie de cette classe. Et ce gamin tremble littéralement. Janil rit au nez de Ryugyom parce qu'il se prend pour un personnage d'anime. Le gamin chétif est là à trembler, craignant que ce type ne devienne hyperactif et ne détruise. Ryugyom lui jette un coup d'œil amusé et voit aussi Dieu lui faire signe de sortir de la classe pour parler. Alors, il y va et pour être venu à l'école. Elle n'arrive pas à croire qu'il se soit et veut en savoir plus sur son identité. Cependant, il était strictement interdit à Ryugyom de révéler son identité. Mon gars a été formé par les médias pour des sites avant d'entrer à l'école. Alors il donne la réponse déclarant qu'il a été admis grâce à une admission spéciale. En même temps, il est son manager, ce qui est un travail similaire à celui de garde du corps. Sachant que il veut être près d'elle et protéger la célébrité. Cependant, elle est un peu et lui rappelle de ne pas faire ce genre de choses pendant l'école, car elle pense qu'il vaut mieux se comporter comme de parfaits inconnus à l'école. Et elle fuit la réalité parce qu'elle n'était pas encore vraiment une célébrité. La nana est là, mais son homme est comme Batman et disparaît en un instant. Passons à une autre scène où l'un des gamins ringards se fait racketter pour son argent de poche. Vous savez, la situation typique du tyran. Bref, ce gamin est implacable, et ne veut pas donner l'argent. Alors il encaisse un crochet vraiment douloureux dans le ventre pour avoir désobéi aux ordres. Le contrôle tyrannique de Janil sur sa classe fait trembler de peur le reste des élèves. En arrivant ici, notre gars se demande ce qui se passe. La raison pour laquelle il a disparu est qu'il a senti une trace de chi venant de près. Janil a le gamin à genoux en train de ramasser l'argent. Le gamin chétif explique que Janil a une politique de collecte d'impôts auprès de tout. Il considère cet endroit comme son terrain de jeu et est autorisé à faire ce qu'il veut. Parce qu'il a une famille puissante. La façon la plus simple de le décrire serait roi. Et comme vous pouvez le deviner, le mot roi est un véritable déclencheur pour notre gars, qui est sincèrement dégoûté par le spectacle pathétique et faible que Janil offre. Bien qu'il soit le roi. Mais ces paroles audacieuses viennent d'être entendues par Janil et le reste de ses sbires. Bien sûr, Ryugyom, en gentleman poli qu'il est, s'excuse d'avoir contrarié le roi. Janil pense qu'il menace de s'élever dans la hiérarchie de la classe. Son sbire pense qu'il est plus que suffisant pour s'occuper d'un type comme Ryugyom. Mais Janil est personnellement énervé et repousse carrément le type, montrant sa mâchoire, demandant un coup de poing propre. Ouais, des paroles célèbres juste ici. Ryugyom demande sincèrement s'il est prêt à mourir, ce qui peut sembler être une exagération pour les autres. Mais ce type le pense vraiment. Énervé qu'il continue à se pavaner, Janil prépare un coup de poing pour frapper notre gars. Le gamin chétit qu'ils en viennent déjà aux mains le premier jour de son transfert. Soudain, le professeur intervient, ruinant le plaisir de Janil alors qu'il était sur le point de... On lui dit de régler ses affaires en dehors de l'école. Janil rappelle à Ryugyom qu'il va lui rendre la vie misérable à partir de maintenant, ce qui est une menace tellement vide. Venant d'un lâche comme lui. Le mec est là à faire comme s'il allait détruire Ryugyom. Pendant ce temps, notre gars le regarde avec confusion. Ce jour-là, pendant la pause déjeuner, Ryugyom demande à s'asseoir avec un groupe d'étudiants. Mais à sa grande surprise, ils quittent tous la table par peur, probablement parce qu'ils ne veulent pas être associés à lui par peur de Janil. Puisque personne ne veut s'asseoir avec lui, le gamin chétif demande à partager la table à la place. Alors il parle et mange ensemble. Notre gars est un peu surpris de voir pourquoi tout le monde a peur de lui. Le gamin chétif révèle, en gros, Janil et ses sbires l'ont à l'œil, sa vie au lycée va être un enfer. Ce type torture les gens jusqu'à ce qu'ils soient obligés de quitter l'école. C'est pour ça que... Mais le gamin ne comprend pas non plus pourquoi Ryugyom n'a pas démoli Janil, sachant qu'il en avait la capacité. Il veut aussi clarifier à propos de leur première rencontre. Il avait déjà compris que le type... Alors il lui demande avec amusement si notre gars est une sorte de surhomme venu d'une autre, ce qui est flippant vu la justesse de la prédiction du gamin.
Bref, le prof hurle avec l'intention d'avoir une conversation avec lui. Ils vont où le prof lui pose des questions banales sur son expérience à l'école. Ryugayom répond qu'il ne trouve pas le prof serviable ni à son goût, vu qu'ils n'ont plus vraiment les hautes valeurs morales d'avant. Bien sûr, notre gars sait exact et pourquoi le prof l'a amené ici, alors il dit à Eunai d'arrêter de faire semblant. Notre méchante préférée reprend son visage normal et est choquée d'apprendre qu'il y a des traces de chi dans l'école. Malheureusement, aucun d'eux ne peut déterminer à qui appartient ce chi. C'est pour ça que notre gars a intentionnellement essayé pour forcer quelqu'un à utiliser le ki dans cette situation. C'était une bonne occasion gâchée à cause du... Mais à part ça, il a confirmé une autre chose, c'est que le chi martial existe toujours dans... Et Janil est en train de tabasser le gamin fragile, ce qui rendra la chose d'autant plus satisfaisante. Quand notre gars lui fera la peau. On dit au gamin d'enlever sa chemise et de le frapper en retour. Le gamin le frappe doucement à l'épaule, l'air plus traumatisé que jamais. Janil montre le visage terrifié de Juno et lui assène un coup violent qui le fait vaciller. Les sbires regardent leur chef s'amuser avec son nouvel animal. Ils se souviennent aussi avoir vu Cheok Ryujum à la cafétéria en train de parler à Junho. C'est pour ça qu'il est puni. Vu comment ça se passe, Juno va finir par enlever son pantalon. Mais là, le garçon à lunettes de tout à l'heure c'est le délégué de classe, et il a décidé d'agir après avoir eu une discussion avec Dool, qui était déçu qu'il se soit agenouillé devant les brutes. Cette discussion lui a redonné de la détermination. La seule raison pour laquelle le délégué de classe est resté silencieux jusqu'à présent, c'est parce qu'il voulait, mais maintenant, il en a assez de se taire. Le gars se transforme littéralement en Superman et est sur le point de le démolir quand Cheok Ryugum apparaît de nulle part pour bloquer l'attaque. Avec ça, il a confirmé quelque chose. Cheok Ryugum démolit ensuite verbalement l'existence de Janil en lui disant que ce n'est pas un roi mais un bâtard vu la façon dont Cette provocation pousse les hommes de Janil à se jeter sur le nouvel élève. Se souvenant de sa discussion avec le délégué, on lui a strictement dit de ne pas causer de problème. Et c'est pour ça qu'il ne fait rien à part rester planté là. Se souvenant de sa conversation avec Junho, il a demandé au gamin pourquoi il s'était associé à un fauteur de troubles qui était marqué. Le gamin que les forts protègent toujours les faibles. Il a toujours considéré Cheok Ryujum comme une personne forte physiquement, mais d'une certaine manière, le nouvel élève était faible quand il s'agissait de ça. Ok. Le truc vraiment beau dans cette séquence, c'est que même le gamin qui a l'air faible est fort dans cette situation, du point de vue de l'école et il aide Cheok Ryujum, qui a du mal à s'adapter. J'adore la façon dont l'auteur a géré ça. Revenons au combat. Le sbire de Janil a fini par se blesser à la main en essayant de frapper notre gars. Et ensuite, il a embrassé le sol quand notre gars l'a retourné. Cheok Ryujum se dit que son ancien lui était aussi faible d'une certaine manière. Les gamins sont choqués de voir ce type mettre KO 2 gars en un. Se tournant vers le lâche Janil, il lui demande si le roi est prêt à donner le meilleur de lui-même. La tension monte dans son corps, le psychopathe Janil devient complètement fou et se jette pour frapper. Le plus drôle, c'est que cette performance stupide n'a servi à rien. Parce que tout ce que Cheok Ryujum a fait en réponse, c'est utilisé pour envoyer ce type dans l'autre monde. Le gars s'ennuie tellement qu'il ne le regarde même, et en plus de ça, il traite Janil de pathétique. Une démolition verbale, le front de Janil a fait naître un œuf alors qu'il repose vaincu sur le sol. Cheok Ryujum s'ennuie et pense que Janil n'est clairement pas digne du titre de roi. Le délégué de classe serait un prétendant plus digne. Se souvenant du coup de poing qu'il a arrêté plus tôt, Cheok Ryujum comprend que ce type essaye de retenir ses pouvoirs à un niveau insondable. Park Min-guk est la cible qu'il recherchait, celui qui laissait échapper des traces de chi martial. S'en prenant violemment au nouvel élève, Park Min-guk lui demande ce qu'il cache. Aucun des élèves ne comprend leur conversation. Mais à en juger par la situation, Cheok Ryujum a causé des problèmes. Voyant le bazar, Dula arrive pour voir Janil et s'espire à terre. Elle ne sait pas ce qui se passe et voit la déléguée de classe discuter avec lui. Notre héros jette un coup d'œil autour de lui pour croiser son regard et passe. Dans la scène suivante après les cours, Sun et Dula discutent de la fascination qu'exerce un type comme lui dans cette école. Mais elles sont contentes qu'avec un type comme lui dans les parages, leur sécurité soit garantie. Jean-Il a maintenant l'air d'un idiot. Mais ce type n'en a pas fini et veut reprendre le contrôle de son monde. Sun remarque que, d'une certaine manière, Cheok Ryujum semble différent. C'est comme s'il dégageait une aura de sécurité naturelle, qui pousse les gens à s'approcher. Il s'avère que cette fille craque pour lui et veut se rapprocher.
sans savoir que Cheo Ryujum est en fait son manager. Bon, puisqu'elle n'a pas le choix dans cette situation, notre héroïne avoue la vérité, ce qui bouleverse Sun, et elle promet de garder son secret. Dula est contente qu'elle lui ait dit ça si tôt. De plus, il est clair que son nouveau manager n'a aucune expérience professionnelle, et la future célébrité non plus, donc c'est un mariage parfait. Sun admet qu'au moins, Cheo Ryujum a l'air plus fiable que n'importe quel manager qu'elle a à ses côtés. Quant à notre héros, il se souvient de la discussion qu'il a eue avec le délégué de classe. Park Min-guk a refusé de répondre à toute question tant que notre héros n'a pas mentionné le Qigong. Park Min-guk ne savait pas du tout de quoi il parlait. Cela a confirmé une chose. Même Park Min-guk ne connaissait pas sa force. Il se contentait de donner des coups de poing normalement, sans savoir qu'il avait autant de puissance derrière lui. Park Min-guk a commencé à se tendre à cause de ses étrennes, et c'est ainsi que leur conversation s'est interrompue. Cheo Ryujum se souvient vivement de l'énergie du coup de poing, qui lui semblait familière à certains égards. Quoi qu'il en soit, Cheo Ryujum est réprimandé pour avoir causé autant de problèmes dès son premier jour. Ils veulent appeler son tuteur et lui attirer des ennuis pour ça. En réponse, l'élève intrépide traite simplement l'instructeur d'homme honteux. Et aussitôt, les soi-disant tuteurs mettent les pieds dans l'école, qui se révèle être le directeur du Service national de renseignement et ses hommes. Imaginez avoir le directeur en personne comme représentant pour la réunion de... Le gars doit se sentir invincible. Quoi qu'il en soit, comme l'école est financée par le gouvernement, ils sont plutôt déçus de la façon dont les choses ont été gérées ici. Il dit aussi à Cheo Ryujum de lui laisser le reste, ce qui ne fait qu'attiser la curiosité de l'instructeur. Et sur ce, le problème est résolu. Dans la scène suivante, on retrouve notre méchante préférée. Elle a apporté à Cheo Ryujum c'est un dossier contenant tous les renseignements sur Park Min-guk, y compris toutes ses informations. D'après ses découvertes, elle a remarqué que c'est un garçon ordinaire, si ce n'est. Park Min-guk a simplement une forte passion pour l'école, du moins en apparence. De plus, le Qigong n'aurait pas pu être hérité de ses proches, puisque le gamin n'a même pas de parents. Seulement un frère aîné. L'enquête est plus difficile qu'il ne le pensait. Il se demande donc si le délégué de classe a un lien avec les membres de l'équipe de sécurité. Cela confirme également l'extinction du Qigong à cette époque, bien que pas entièrement. Bien qu'il ait essayé de trouver des preuves solides, il ne comprend pas ce qu'il cache qui soit si important. Park Min-guk rentre chez lui et retrouve son frère, qui lui demande s'il s'est passé quelque chose à l'école. Mais l'ignorant complètement, le gamin continue d'apprendre. Finalement, il prend la parole et dit à son frère qu'il a remarqué quelqu'un à l'école qui utilisait un pouvoir similaire au leur. Bien que le type soit un nouvel élève, il a détruit les brutes de l'école, et en plus, il a connaissance de leur pouvoir aussi, même si Park Min-guk a fait semblant de ne pas savoir. Le frère de Park Min-guk lui demande de Il décrit donc vivement l'apparence physique de Cheo Ryujum, vantant ses longs cheveux et son physique imposant. Au grand choc de Park Min-guk, son frère disparaît sous ses yeux. Il va ensuite rapporter à son patron qu'il a trouvé le type qu'il cherchait, et curieusement, ils ont découvert qu'il est lycéen. Le patron s'est d'abord énervé à cause de ce qui s'est passé. Et leur mission a échoué parce que le frère de Park Min-guk n'était pas là pour s'assurer de leur succès. Alors, pour s'assurer qu'il ne se plante pas cette fois-ci, le chef de section Kim se voit confier une tâche évidente. Une tâche qu'il avait l'intention de faire. Et voilà, c'est Park Dae-han, le même type qui a tabassé son équipe de sécurité pour avoir perdu un combat contre notre héros. Ayant pris le contrôle des lieux, Cheo Ryujum rend tout l'argent que Janil a pris aux élèves au titre de l'impôt de classe. Quant au soi-disant roi humilié, Janil se demande en fait si ce type est soutenu par le président pour agir avec autant d'audace. De plus, cela signifie en gros que Cheo Ryujum est le nouveau roi de l'école. Ils parlent tous de sa gentillesse malgré son apparence. Après les cours, Juno est impressionné qu'avec sa seule existence, il ait pu rendre à l'école sa sainteté. Juno est heureux de l'aider pour toute question concernant sa vie scolaire à partir de maintenant. Mais Cheo Ryujum voit Moon-jik juste devant lui et exprime qu'il trouvera ses réponses auprès de lui à la place. Park Min-guk explique le processus. Cheo Ryujum pense que c'est un jeu inutile, tandis que le délégué de classe s'interroge sur l'identité du mystérieux nouvel élève. D'autant plus que son frère a disparu en un éclair après cette rencontre, Park Min-guk soupçonne qu'il essaie peut-être de se rapprocher de lui. Mais à son grand choc, Cheo Ryujum exprime qu'il est d'accord pour apprendre le reste par lui-même.
De plus, il fait comme s'ils allaient se battre ici et maintenant. Park Min-guk est en état d'alerte et au moment où notre héros lui saisit l'épaule, il est sur le point d'attaquer. Mais il se rend compte alors que c'est en fait Dula qui est venue les rejoindre. Elle est aussi plutôt suspicieuse de leur conversation secrète ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, ils expliquent comment Park Min-guk leur apprenait à trier les déchets. Dula souligne qu'il est amusant qu'ils soient tous les trois des élèves admis sur dossier spécial. Elle pense que c'est une bonne idée qu'ils se lient d'amitié, car ils n'ont personne d'autre sur qui compter. La scène coupe sur Cheok Ryujum et Dula en train de discuter avec le patron de l'entreprise. Ils ont été convoqués à l'improviste et expliquent qu'ils ont été chargés d'un travail. Une cadette qu'il connaît réalise son propre web drama et comme il faut un rôle d'étudiant, cela convient parfaitement à Dula. Malheureusement, l'endroit est un peu loin d'ici, donc son manager va devoir conduire. Mais bien sûr, notre héros ne sait pas comment faire. On lui tend les clés, mais il n'a aucune idée. Ce Cheok Ryujum, il est vraiment à la masse, il croit vraiment qu'ils vont utiliser la clé. Elle dit à son patron qu'il est un type hors du commun dans leur école. Et apparemment, c'est une mauvaise chose. Parce qu'ils n'ont pas signé de contrat en bonne et due forme pour l'engager comme manager. Dula leur conseille de partir immédiatement, alors leur patron leur donne accès à sa carte, ce qui leur permet de prendre en charge leurs dépenses. Mais cette fille, Dula, est là, ignorant l'avertissement de son patron de dépenser peu. Elle rappelle à Cheok Ryujum qu'il ne peut pas vraiment lui dire quoi que ce soit après avoir mangé. Changeant de sujet, il souligne qu'elle est proche de Park Min-guk, ce qui est vrai parce qu'ils sont tous les deux des étudiants admis sur dossier spécial et l'admission spéciale est censée être un terme pour les étudiants qui ont eu des difficultés financières pour entrer. Bien que ce soit un privilège d'entrer dans l'école, cela leur promettait une vie d'enfer. Le délégué de classe est un homme résilient cependant, et il est influencé par son frère qui travaille dans la sécurité. Mais Dula est un peu contrarié qu'il pose des questions sur l'autre type et pas sur elle. Cheok Ryujum tourne son visage, alors qu'en réalité, il se concentre profondément sur le mot sécurité. Arrivant sur le lieu de la Cheok Ryujum apprend que Dula ne veut pas vraiment qu'il la suive partout, parce que ça attirerait beaucoup trop l'attention. Au lieu de ça, elle lui dit d'aller se reposer dans le bus de l'équipe de tournage. Et c'est ce qu'il fait, rassemblant ses pensées sur les agents de sécurité qu'il a combattus à l'époque. Ce qui signifie que Park Min-guk lui a définitivement menti. Et son frère Park Dayan est un personnage suspect aussi. Eh bien, devinez ce qui arrive? Le même groupe de clowns en costume débarque pour le rencontrer dans le bus. Notre gars est content d'avoir la chance de rencontrer Park Dae-han aujourd'hui. Cheok Ryujum exprime qu'il ne va pas les détruire s'ils répondent simplement à quelques-unes de ses questions. En commençant par la première, qui est de leur demander quelle est leur cible principale. Comme il reste silencieux à ce sujet, il pose une deuxième question, s'enquérant de l'homme connu sous le nom. Celui qui est en charge de l'équipe se jette directement sur Cheok Ryujum pour le frapper. Son poing est attrapé avec désinvolture sans que notre gars ait même besoin de se lever. Le type vient de bloquer l'attaque avec facilité, mais c'est exactement ce que son adversaire attendait. Alors qu'il exerce des quantités folles de chi et déclenche une attaque de haut niveau dans un espace, même ses subordonnés pensent que cela va tuer Cheok Ryujum alors que le chef de l'équipe de sécurité essaie de lancer un autre coup de poing. Seulement pour se faire balancer sur le côté du visage et s'asseoir inconscient. Cheok Ryujum s'est équipé d'une arme, croyant que ce devrait être une meilleure arme que son poing. Le reste des gars sont là à enlever leur veste comme si ça allait faire quelque chose. Le premier se précipite pour attaquer, tandis que Cheok Ryujum observe que leur Qigong se manifeste en réponse à certains déclencheurs. Il est là à les tabasser tout en rassemblant ses pensées, les comparant à la situation de Park Min-guk. Cependant, comparé au Qigong qu'il a connu dans l'ère passée, celui-ci ressemble à une copie bon marché sans aucun mérite. C'est pourquoi il détruit ces crétins avec désinvolture sans transpirer. Et avec tous les hommes vaincus. Le gars les remet tranquillement sur leur siège, faisant croire qu'ils dormaient. Bien qu'il ait observé qu'ils étaient faibles dans leur Qigong. Ce n'est pas le cas pour le type qui s'approche du bus. Cheok Ryujum sort du bus pour affronter l'homme vêtu d'un élégant costume noir. Park Dae-han est sérieusement peu impressionné que son équipe ait été anéantie en moins d'une minute. Cheok Ryujum confirme directement l'identité de Park et préparez-vous au rebondissement, notre gars lui-même révèle qu'il est un ancêtre de leur famille. En entendant le mot ancêtre sortir de la bouche de sa cible, Park Dae-han ne peut s'empêcher de laisser échapper un grand rire. Il pense que c'est une réponse ridicule alors que notre gars lui dit qu'il connaît en fait son petit frère, Park Min-guk. Ce nom seul pousse Park Dae-han à balancer un putain de tuyau sur la tête de notre gars.
Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a posé des questions sur l'identité. Heureusement, Cheokryujum a attrapé le tuyau et se demande si Park Dae-han est vraiment si curieux de le découvrir puisqu'ils ont tous les deux les... Décidant de continuer ce combat dans un autre endroit, ils se déplacent vers un parc isolé. Se mettant à l'aise, Park Dae-han est sérieux avec la quantité de chi qu'il libère. En ce moment, il cherche, mais ses réponses ne viendront que si et seulement si Cheokryujum est vaincu. Puisqu'ils sont tous les deux curieux, le gagnant prend tout et le perdant devra obéir. Park Dae-han en a marre d'être traité sans respect et se jette pour l'attaquer. L'attaque touche et repousse Cheokryujum considérablement. Park Dae-han est plutôt impressionné que sa vitesse inhumaine ait été contrée contre un ennemi comme celui-ci. À tel point qu'il félicite réellement les capacités. Mais ce combat n'est pas encore terminé, car Park Dae-han utilise méticuleusement les murs comme une rampe pour descendre avec un puissant coup de pied. Park Dae-han remarque que son adversaire lit ses mouvements comme un livre ouvert. Cela l'inquiète donc de savoir s'il affronte vraiment une force de la nature. Bien que son identité reste un mystère, Park Dae-han est assez intelligent pour estimer que les capacités de Cheokryujum sont être supérieures. Réalisant qu'il n'a pas d'autre choix que d'exploiter pleinement les pouvoirs de son Qigong, il prend une posture qui étonne notre gars. C'est le point du tigre silencieux, et cette attaque génère une pression immense même après avoir été bloqué par Cheokryujum. Enchaînant avec une deuxième ruée, Park Dae-han attaque son adversaire dans sa fureur et tente de porter le troisième coup. Même si Cheokryujum esquive cette attaque, la pression détruit littéralement un tas d'arbres dans le parc. Passant à la quatrième séquence de la frappe, il essaie de submerger Cheokryujum avec une frappe finale définitive. Mais à la surprise de Park Dae-han, son adversaire est introuvable. Le point du tigre silencieux est en fait une attaque qui nécessite un élément obligatoire pour la... Et Cheokryujum affiche cet élément de silence complet. Il critique la gestion inefficace du Qigong par Park Dae-han et montre qu'il aurait pu en finir avec lui en un instant. La première séquence du Cheokryujum suffirait à repousser Park Dae-han si loin que la terre se déchirerait sous la pression. Ce jour-là, il était clair que leurs compétences étaient à des années-lumière. Cheokryujum révèle ensuite qu'il n'a même pas utilisé la... Dans la scène suivante, Dula est surprise qu'ils aient droit à un véhicule privé au lieu d'un bus pour le retour. La fille n'a aucune idée de ce qu'elle a manqué. Le lendemain matin, notre héros réveille Park Dae-han en lui mettant « Ils sont de retour chez le frère de toute façon, mais Park Min-guk semble absent. » Park Dae-han ne se souvient même pas d'avoir perdu connaissance. Mais en homme d'honneur, il est prêt à tenir sa promesse de révéler toute information demandée. Cheokryujum explique qu'il a déjà confirmé pas mal de faits par lui-même. Le premier étant que le corps de Park Dae-han manque intrinsèquement de Qigong. Cela l'a amené à se demander comment une personne comme lui pouvait manifester jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose dans leur maison. C'était un tas. Leurs formes sont différentes de celles utilisées dans le passé, mais leur application. Leur but est d'implanter du Qigong à l'intérieur du corps d'une personne, ce qui explique pourquoi les deux frères Park ont de tels pouvoirs. Cheokryujum comprend qu'aucun d'eux ne connaît la partie la plus importante de la pilule. Park Dae-han s'énerve face à cette nouvelle information et exige d'entendre des informations en termes simples. Pour faire court, notre héros le choque en déclarant qu'ils pourraient tous les deux mourir. Park Dae-han refuse de croire des paroles aussi ridicules et se met à crier de peur et de colère. Il ne comprend pas les intentions de Cheokryujum jusqu'à ce que l'homme lui-même lui donne un conseil avisé. S'il chérit vraiment son petit frère, il doit se tenir à l'écart de ces personnes corrompues. Soudain, ils ressentent tous les deux une pression immense venant de la porte. C'est une sensation différente de toutes les autres, qui fait gonfler Park Dae-han de peur. Les journalistes font déjà la queue pour interviewer la célébrité de renommée mondiale, Ok-yeon. Ok-yeon est intriguée de trouver Un-hae dans les parages. Elle le salue gentiment tandis qu'il commente sur son apparence. Soudain, le monde s'arrête lorsque Budget Dio ici présent les enferme dans une barrière. Il l'attrape à la gorge, demandant comment diable elle est encore. Un-hae est dans une situation très difficile, tandis qu'Ok-yeon lui ordonne d'enlever son blazer. Un-hae est en fait stupéfaite qu'Ok-yeon ait pu remarquer son état de guérison. Même si elle s'est déjà débarrassée de l'énergie de Cheokryujum de son corps, Ok-yeon la regarde avec prudence tandis qu'elle se demande comment c'est possible de voir à travers elle avec une telle transparence. Estimant qu'elle a suffisamment souffert, il décide de lui tendre la main. Au lieu d'augmenter l'infection, il la guérit en fait avec sa propre énergie interne. Ensuite, il essaie de gagner sa confiance en déclarant qu'il n'a jamais eu l'intention de la rejeter de toute façon. Mais il est vraiment surpris par l'expression horrible qu'elle a sur son visage. Ouais, eh bien, c'est parce qu'il la ronge de l'intérieur alors qu'Ok-yeon laisse échapper un sourire manipulateur.
Les journalistes ne savent même pas où le mannequin a disparu grâce à la barrière qu'il a créée, et ils quittent tous les deux la scène. Dans la scène suivante, nous voyons Park Dae-han traiter les mots qu'on lui a laissés. Son état allait le mener à la mort, ce qui explique la raison pour laquelle il se sentait de cette façon. Il se demande si l'organisation avec laquelle il traite a délibérément caché ce détail. Park Dae-han hésite également à savoir s'il doit faire confiance à Cheok Ryujum. Park Min-guk revient de l'école et est accueilli par son grand frère, qui essaie toujours de tenir le coup en faisant tout ce qu'il peut pour le bien de son petit frère. Pendant que Park Min-guk se brosse les dents, il dit en plaisantant à son frère de ne pas regarder son corps comme un pervers. Park Dae-han lui dit avec étonnement qu'ils ne vont plus utiliser les pilules, puisque l'entreprise suspend les médicaments et les réserve aux membres de l'organisation pour le moment. Cette nouvelle semble terrible à Park Min-guk, qui voulait utiliser leur pouvoir pour une évaluation importante. Cependant, Park Dae-han ne peut plus prendre de risques aveugles. Tout d'un coup, Park Min-guk commence à saigner du nez, signalant un destin horrible à venir à cause des pilules. Park Dae-han est inquiet et est sérieusement énervé contre lui de ne pas prendre soin de sa santé. Park Min-guk ne le comprend pas aujourd'hui et se demande ce qui le fait perdre son sang-froid. Après tout, les élèves ont tendance à avoir des saignements de nez de temps en temps. La scène se coupe sur le patron de l'organisation CK Shields, qui dîne et profite d'un nouveau regard sur son dernier produit. Cette formule est plus forte que la précédente, ce qui permet d'obtenir un meilleur résultat. Pour des tests appropriés, ils ont du personnel hautement qualifié, et pourtant, ce personnel qualifié a été complètement démoli par un type sous assistance respiratoire. C'est le pouvoir, et avec cela, la valeur de leur entreprise ne fera que monter en flèche avec plus de promesses venant de leurs produits. De plus, ce type est Cha Ji-on-il, le directeur de l'entreprise. De plus, Park Dae-han participe à cette réunion et il est stupéfait de voir les résultats. Le corps du directeur semble se rétablir progressivement, et leurs ventes continuent de connaître une augmentation constante. Les vendeurs veulent de plus en plus de ces pilules car l'effet de transformation est instantané avec une seule. C'est le genre de produit qui deviendra populaire dans le domaine médical, et ils l'appellent pour l'instant l'un. Les choses se déroulent comme prévu. Le patron de l'organisation demande à Park Dae-han de faire un rapport sur le type qu'il a été envoyé cibler. Le pauvre Park Dae-han se souvient seulement d'avoir été démoli comme résultat de ce combat, et reste silencieux. Mais, puisqu'il ne peut pas dire ça pour sauver sa propre vie, Park Dae-han exprime qu'il s'est occupé du type en privé. Au moins, cette excuse lui permettra de gagner du temps. Le patron lui dit de retourner à son poste alors que la scène passe à son petit frère. Park Min-guk commence à être agacé de voir Cheok Ryujum le suivre toute la journée. Mais notre héros est plutôt malin et le justifie comme une simple coïncidence et rien de plus. En réalité, il surveille Park Min-guk, mais ces derniers temps, il n'a remarqué aucune trace de. Il punit le petit pour ce que Cheok Ryujum lui a fait. Junho est jeté au sol et on lui rappelle la réalité dont il fera toujours partie. Ces hommes de main regardent leur patron donner des coups de pied à Junho au sol. Jusqu'à ce que Dula arrive, les arrêtant net parce qu'ils pensaient que c'était Cheok Ryujum. Se tournant pour croiser son regard, Janil s'approche d'elle, prêt à la gifler. Le type a tellement peur de notre gars qu'il s'en va sans se retourner. Cheok Ryujum dit à Dula qu'elle a été trop imprudente et il n'arrive pas non plus à comprendre pourquoi elle est constamment victime de malchance et de situations dangereuses. De plus, il se rend compte qu'il y a un changement dans ses priorités après avoir découvert. Les choses importantes passent avant tout maintenant, donc il ne pourra pas faire attention à elle ou la protéger comme avant. Mais Cheok Ryujum craint aussi la possibilité que quelque chose de mauvais. C'est pourquoi ses anciens collègues lui manquent le plus, ceux à qui il pouvait confier sa vie. Dula avertit Junho d'être plus prudent à partir de maintenant, car Janil et ses subalternes saisiront toutes les occasions de l'humilier. Alors qu'il s'éloigne, Cheok Ryujum atteint une illumination. Il pourrait être humilié Janil pour toujours, le brisant irrémédiablement. Et à cause de cela, il charge Junho de tabasser Janil tout seul, ce qui revient à dire va tabasser Superman. Cheok Ryujum reste ferme sur ses positions et croit que c'est la bonne voie. Et puisqu'il n'a pas de collègue à cette époque, il est prêt à partager son pouvoir avec la personne en qui il a confiance pour en créer un nouveau.